Bonjour à tous. Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être avec nous. Pierre Guillot, je suis accompagné de Yann. On va sur cette Bien, session-là donc Samama. discuter de la visibilité au niveau des communications réseau, qui est donc la clé de voûte d'une détection efficiente. Euh, Donc, je vais commencer par me présenter. Pierre Guillaume, moi, je suis product manager chez GetWatcher. Donc, j'ai en charge trois piliers d'activité. Le support de nos actions de vente. Également, donc, la déclinaison sur la captation des besoins, des requirements de développement. Donc, je travaille là, à ce moment-là, avec nos équipes de développement. Et puis après, la vision à long terme de là où on veut emmener nos produits. Donc, je suis donc accompagné aujourd'hui de Yann Samama. Je te laisse te présenter, Yann. Oui, bien sûr. Merci Pierre pour cette introduction. Donc, je m'appelle Yann Samama. Je suis ingénieur vente senior chez Gigamon depuis maintenant quasiment 9 ans. Donc, je suis en charge de l'Europe de l'Ouest et de l'Afrique du Nord. Et en quelques mots, mon métier consiste à accompagner nos clients, à être l'expert technique, le point de référence pour ces clients dans l'élaboration de leurs projets, le déploiement et le suivi. Merci Yann. Alors déjà, peut-être en introduction, en termes d'organisation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On prendra largement le temps, avec beaucoup de plaisir avec Yann, à y répondre. On va les avoir aussi au fur et à mesure du déroulé. Et puis au pire, on a prévu un temps à la fin de cette présentation pour y répondre. Donc n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. Peut-être en introduction, moi, je réfléchissais à quelque chose hier soir là, pour présenter ce sujet-là. Et m'est venue l'idée de comparer un peu cette problématique de la visibilité réseau, des communications réseau, un peu à ce que tout le monde, nous vivons finalement sur les périodes de Noël au niveau des centres de tri des colis. Et finalement, d'utiliser cette image en train de comparer finalement un centre de tri de colis à un système d'information où il y a des millions, des millions, des millions de paquets qui passent euh, en permanence et qu'on doit donc faire ce travail de triage, de visibilité, savoir qui va à quoi, pourquoi, potentiellement qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur quand il y a des contrôles, etc. Donc voilà, c'est pour avoir une approche un petit peu vulgaire de la problématique qu'on va adresser aujourd'hui. Mais voilà, de bien garder ça aussi en tête, cette problématique de la visibilité, connaissance de ce qui se passe sur vos réseaux. On va revenir dans le détail dessus. Et puis derrière aussi, on vous montrera ce qu'on peut, sur cette base-là, donc faire en termes de détection. Donc je vais donner la main à Yann, justement pour travailler et vous expliquer toute cette problématique de la visibilité dans les réseaux, qu'ils soient hybrides, en data center, en cloud, etc. Je pense qu'il faut le voir dans la globalité. Aujourd'hui, les infrastructures sont de plus en plus complexes. Puis moi, je reviendrai dans un second temps sur le volet vraiment détection. Pourquoi j'ai besoin de cette visibilité-là pour pouvoir détecter de façon efficace, détecter des menaces, détecter des comportements suspicieux, anormaux par rapport à des usages classiques ou définis dans une politique de sécurité. Yann, je te donne la main sur le volet visibilité au début. Avec plaisir. Merci Pierre. En tout cas, moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, qu'est-ce que la visibilité réseau et à quel point c'est important pour les entreprises? Il est évident qu'une société qui n'aurait que un ou deux routeurs et quelques commutateurs n'aurait pas forcément besoin de visibilité réseau, tout simplement parce qu'elle est dans le cadre d'un écosystème réseau et tout ce qui va tourner autour, relativement simple. Et donc, elle n'a pas besoin d'inspecter, elle n'a pas besoin de comprendre, etc. C'est le cas de très petites structures. Néanmoins, les structures un peu plus importantes font face à deux, je dirais, complexités. Une première étant la complexité technique, technologique, c'est-à-dire que on a une démultiplication des plateformes. Hein. On va avoir le data center classique, on va avoir la virtualisation, on va avoir le cloud public, et puis maintenant on va avoir les applications containerisées. Et puis, il y a aussi une complexité organisationnelle. Les entreprises euh, sont déployées sur plusieurs régions, voire sur plusieurs pays ou sur plusieurs continents. Elles ont chacune des équipes qui sont un peu spécialisées, qui fonctionnent en mode silo. Et donc, tout ça crée une complexité
organisationnelle, puisqu'on va avoir une équipe sécu, une équipe réseau, une équipe infra, une équipe métier, etc. Et donc, ces deux complexités font qu'on a besoin de visibilité parce qu'on a besoin de comprendre comment ce réseau marche. On est aussi face à un certain nombre de défis, des défis en termes de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de hackers défraient les chroniques régulièrement et donc il faut être capable de détecter les menaces, d'y répondre, d'améliorer sa posture de sécurité. On a forcément, dès qu'un réseau devient complexe, des problématiques de performance, qu'elles soient centrées sur le réseau ou plutôt sur la partie applicative. Quelle est l'expérience utilisateur? Si imaginons que je clique sur un bouton sur ma page web, que normalement ça doit se passer instantanément et que ça prend 30 secondes, j'ai un problème qui doit être résolu, qui doit être investigué et résolu. Et d'autre part, il y a un certain nombre de normes. On a tous entendu parler du RGPD d'une part, de PCI DSS d'autre part, de NIS2, de DORA. Donc, les entreprises font face à, je dirais, un environnement légal et de plus en plus complexe dans lequel il est très difficile de s'y retrouver. Donc, elles doivent mettre en place un certain nombre d'approches, de procédures, de mesures, de contrôle pour s'assurer de leur conformité avec toutes ces différentes réglementations. Et puis, il y a ce que j'appelle la transformation numérique, la digitalisation, qui fait que les entreprises sont amenées à moderniser leur infrastructure, à simplifier leur mode de fonctionnement. Et donc, ça aussi, je dirais, ça se traduit dans la manière dont on conçoit maintenant les applications. On a des applications maintenant qui sont développées rapidement, qui sont mises à jour rapidement, souvent, etc. Et donc, tout ça amène à une reconsidération de la façon dont les équipes travaillent. Et enfin, évidemment, il y a toujours la contrainte financière, ces contraintes qui malheureusement n'est pas prête de disparaître. Et donc, il va falloir faire en sorte que tous les outils qu'on va déployer pour pour répondre, je dirais, à ces différents défis, eh bien, tous ces outils restent optimisés, maîtrisés, simplifiés et qui puissent travailler avec je dirais, la plus grande efficacité au moindre coût. Voilà. Pierre, si tu peux passer au slide suivant. Je voulais juste intervenir sur ta notion de coût. Quand tu parles de coût, alors évidemment, la visibilité a un coût en tant que tel, mais moi, ce que j'aime à dire aussi, c'est que grâce à cet investissement qui est fait dans la visibilité sur le réseau, ça devient une force pour optimiser les coûts liés à une compliance, à une modernisation. C'est-à-dire que ça aide énormément au choix technologique, au choix d'architecture derrière. Donc, certains coûts, c'est la première marche de l'escalier, je vais dire ça, mais c'est aussi un gain in fine dans les choix liés à la performance, la compliance, etc. Donc, c'est ce premier regard, mais cette seconde vision du coût lié à la visibilité qui me paraît aussi hyper important à avoir en visibilité et en tête. Non, tout à fait. Et je te rejoins, Pierre, sur ce point. Pour moi, il faut considérer ces différents éléments, ces différents outils comme étant des sources d'amélioration et donc qui apportent quelque chose qui, à défaut d'être quantifiable, est au moins qualifiable. Et donc, il faut vraiment considérer en termes d'investissement. J'investis pour avoir un retour sur investissement. J'investis dans des outils pour mieux comprendre mon réseau et pouvoir résoudre plus rapidement des incidents et être capable de répondre plus rapidement à des menaces qui pèsent sur mon système d'information. Donc, je te rejoins tout à fait là-dessus. L'idée étant de le faire de manière à ce que, eh bien, ces outils, dont GetWatcher est un illustre exemple, puissent fonctionner de la manière la plus efficace. Et ce à quoi Gigamon s'attelle au quotidien, c'est-à-dire vous fournir une information qui soit la plus pertinente possible, une visibilité à 360 degrés, de façon à ce que vous ayez tous les éléments pour répondre aux défis posés par la sécurité dans l'IT. Et donc, par rapport à tous ces défis, si on regarde plus le volet visibilité réseau, déjà, je dois être en mesure d'intervenir sur l'ensemble des plateformes, que ce soit sur du data center, que ce soit sur du cloud privé, du cloud public, de la containerisation. Donc, je dois avoir pour
possibilité d'éliminer ce qu'on appelle les blind spots ou les angles morts, si vous préférez. Je dois faire ça de manière la plus efficace et la moins impactante pour le réseau de production. Et je dois être en plus pilotable en quelque sorte, programmable, hein, pour vraiment que je m'inscrive dans un processus opérationnel d'entreprise. Et derrière, je dois pouvoir alimenter les outils de la manière la plus pertinente, la plus efficace. Ah, on a peut-être perdu Yann. Je ne sais pas s'il est avec nous. Allô? Ouais, c'est bon. Je t'entends. Ouais, est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Excuse-moi. Hop là. Et donc, si on se focalise sur ce que moi j'appelle les angles morts, on se rend compte que ces angles morts, en fait, tous les réseaux ne sont pas égaux par rapport à ces angles morts. Les entreprises, depuis qu'elles doivent mettre en place des pare-feux et d'autres mesures de sécurité, ont à peu près, et bien évidemment que certaines sont plus avancées que d'autres, mais elles ont à peu près couvert ce que nous, on va appeler l'axe nord-sud, hein, pour simplifier, c'est-à-dire globalement l'accès Internet. Voilà. Donc l'accès Internet est quelque chose qui est, sans être parfait, mais en tout cas quelque chose qui en tout cas est bien présent à l'esprit des décideurs de l'informatique au sein des entreprises. Ils savent qu'ils doivent protéger l'accès Internet parce que c'est là que proviennent une très grande partie des menaces. Donc ça, c'est quelque chose qui est, on va dire, relativement bien maîtrisé, encore qu'il y ait des choses qui soient perfectibles, mais en tout cas, c'est en tout cas un sujet qui est présent. Là où, je dirais, les entreprises ont un train de retard, c'est en ce qui concerne la visibilité au sein des environnements virtuels. À partir du moment où, en fait, le flux réseau est virtuel et qu'il ne passe pas par un fil, eh bien, il n'est pas capturé par les outils classiques comme le pare-feu. Donc, se passe au sein de ces environnements virtuels, je dis virtuel au sens très large, hein. Je parle de containerisation, je parle de cloud, etc. Je parle des classiques, les VMware, les Nutanix, les OpenStack, OpenShift, etc., etc., etc. Bref, ce qui se passe au sein de ces environnements n'est pas maîtrisé. Or, on se rend compte de la façon dont les applications sont construites maintenant, il y a énormément d'échanges qui, au lieu de transiter par le réseau filaire classique de l'entreprise, hein, du data center, vont rester au sein même de ces environnements virtualisés et donc ne vont pas être capturés et donc ne vont pas être analysés et donc ne vont pas permettre la détection de potentielles menaces. Et donc ça, c'est un point sur lequel je ne peux me permettre de faire l'impasse dessus. C'est extrêmement important d'avoir une visibilité qui soit à 360 degrés sur l'ensemble des réseaux au sens très très large du terme de l'entreprise. Data center, réseau bureautique, virtualisation, conteneurisation, cloud public, l'ensemble de ces plateformes doit être inspecté. Est-ce que, Yann, je dis une bêtise finalement en essayant de vulgariser ce que tu viens de nous dire, qu'on devrait considérer finalement un environnement virtualisé comme un réseau à part entière? Oui, j'ai parfois en fait l'image de poupée russe. On a le réseau de l'entreprise qui est la grosse poupée russe, et puis à l'intérieur, on a d'autres poupées russes en fait qui sont finalement ces réseaux qui peuvent en fait fonctionner quasiment en vase clos. D'accord? Il y a une énorme partie du trafic qui ne sort jamais en fait sur le fil, qui reste à l'intérieur, puisque en fait tous les serveurs applicatifs, toutes les applications métiers résident sur ces environnements virtualisés, et donc elles communiquent entre elles. Donc ça, c'est très très bien en termes de, je dirais, de souplesse opérationnelle pour les entreprises, d'accord? La virtualisation apporte un certain nombre de bienfaits, mais sans cette capacité d'introspective, sans cette capacité d'aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut pas, ça c'est, je pense, quelque chose qui saute aux yeux de tout le monde, on ne peut pas sécuriser ces environnements, on ne peut pas sécuriser l'ensemble de l'entreprise.
Et c'est ça qui est très important. Je propose qu'on passe au slide suivant. Alors, je plaisante souvent avec Pierre ou avec d'autres sur le fait que finalement, je ne suis pas vraiment un ingénieur, mais je suis plutôt plombier. Je pense que ce slide l'illustre plutôt bien, puisqu'en fait, si on réfléchit à ce que fait Gigamon, au-delà de toute la complexité technique, et si on prend un petit peu de hauteur, c'est finalement la capacité d'aller chercher des paquets, quelle que soit la plateforme réseau. Hein, on voit sur la partie gauche, je peux avoir des environnements privés, des environnements publics, des conteneurs, de l'informatique industrielle, des data centers, etc. Bref, je dois être capable d'aller chercher les données, les paquets réseau sur l'ensemble de ces plateformes pour ensuite les amener à des outils. Et des outils notamment, donc il y a plein, je dirais, de types d'outils, puisqu'il y a plein de besoins qui peuvent être répondus par l'analyse en profondeur des paquets réseau. Donc, Gatewatcher est évidemment un partenaire Gigamon, est un acteur majeur dans le secteur du NDR. Et nous travaillons avec Gatewatcher et nous travaillons aussi avec des éditeurs qui, eux, sont spécialisés dans la performance réseau, dans la performance applicative, dans la capture de traces, etc., etc. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui ont pour point commun, d'accord, je dirais, leur aliment, c'est le paquet réseau. Et donc, pour être alimentés, eh bien, s'ils n'ont pas Gigamon, ils vont être limités parce que les outils ont un nombre limité de ports disponibles, ports réseau physiques. Et de l'autre côté, on a un réseau qui, lui, peut compter des centaines, voire des milliers de segments réseau. Et donc, on a cette complexité intrinsèque. D'un côté, j'ai quelques ports réseau et de l'autre côté, j'ai des centaines, des milliers. Et donc, il faut bien un intermédiaire de confiance. Cet intermédiaire de confiance, c'est Gigamon. Et le métier de Gigamon, c'est accéder, capturer à l'information, agréger cette information, l'enrichir, transformer, modifier. Donc, on peut, par exemple, déchiffrer du flux SSL-TLS. On peut éventuellement générer des métadonnées. On peut supprimer les doublons. On peut faire des modifications des entêtes. On peut faire de l'anonymisation de données sensibles, comme par exemple des numéros de carte bleue ou des numéros de sécurité sociale, etc. Et une fois que cette information, finalement, est pré-traitée par Gigamon, eh bien, elle va bénéficier non pas à un outil en particulier, mais à l'ensemble des outils auxquels Gigamon est connecté. Voilà. Et c'est vraiment cette valeur ajoutée qui est très importante. Hein. Je parle souvent soit de la plomberie, soit de la multiprise. Bon, vous êtes dans votre cuisine. Si vous avez qu'une prise électrique et que vous voulez à la fois brancher votre grille-pain, votre Thermomix, votre blender et que sais-je, vous avez un vrai problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler en fait. Or, on a besoin d'outils. Les outils sont indispensables à l'heure actuelle au bon fonctionnement des réseaux d'entreprise. On ne peut pas se passer de ces outils parce que sinon, on choisit sciemment d'être aveugle. C'est vraiment la politique de l'autruche. Et c'est vraiment ce dont on ne veut pas. On veut vraiment que les entreprises aient cette capacité d'introspection, bénéficient de la visibilité réseau pour derrière bénéficier d'une meilleure sécurité de la richesse informationnelle de l'entreprise. Slide suivant, s'il te plaît. Merci. Encore. Voilà. Hop, un de trop. Ouais, c'est celui-ci. Ouais, super, merci. Et donc, comment, je dirais, pour ceux d'entre nous qui ont besoin d'images un peu plus concrètes et de vraiment de visualiser ce qu'on fait, on voit bien le côté, entre guillemets, avant-après. Hein. C'est-à-dire, d'un côté, on a un réseau sur lequel on a une panoplie d'outils comme des SIEM, comme des pare-feux, comme des outils de anti-malware, NDR, WAF, DLP, etc. Chacun essaye tant bien que mal de se connecter à tel ou tel segment réseau, mais chacun est concurrent de l'autre pour l'accès à ces réseaux et chacun n'a qu'une visibilité qui est très, très, très limitée puisque c'est celle qui est connectée à ces ports réseaux finalement. Ce sont les segments, c'est la visibilité des segments, et à l'exception de tous les autres. Et donc, nous, ce que nous mettons en place, c'est les solutions de capture. Hein. Ça peut être des tables physiques ou virtuelles, ça peut être
du port mirroring, ce qu'on appelle du port span dans le jargon, que nous allons terminer, que nous allons collecter. Le trafic est capturé par cette app, c'est port span, nous est envoyé, nous retravaillons les flux, nous en extrayons les éléments pertinents et nous envoyons ces éléments à tous les outils qui peuvent en avoir besoin, tout simplement. Et l'intérêt, évidemment, c'est de n'envoyer que les bons paquets aux bons outils. Autrement dit, je prends l'exemple classique, si vous êtes un moniteur web, les emails ne vous intéressent pas. Voilà. Et donc, si on veut pérenniser le fonctionnement de son moniteur web, il est évident que de ne pas lui envoyer des outils, des paquets qui ne le concernent pas, ça améliore sa capacité de traitement, ça améliore sa capacité de rétention et in fine, ça pérennise son usage au sein de l'entreprise. Voilà. Et c'est là où il y a vraiment une valeur ajoutée. Vas-y Pierre, tu veux dire quelque chose? J'ai forcément une question à te poser à ce moment-là. Quid de l'impact sur ma production? Parce que tu parles d'airspan, de span, de tap, il y a des éléments à déployer, ok. J'ai des recopies de flux qui sont réalisés. Quid de l'impact sur ma production? Est-ce que j'impacte ma production en mettant une matrice Gigamon dans mon environnement pour jouer ce rôle de broker? Alors, oui et non. J'aime bien, c'est des réponses de Normand, mais je vais expliciter tout ça. Il y a forcément un impact, puisqu'en fait, un TAP, si on regarde concrètement ce que c'est un dispositif extrêmement simple, extrêmement passif, extrêmement bête, mais qui doit être inséré au niveau d'un lien physique. D'accord? Donc, que ce soit une fibre ou que ce soit un lien cuivre gigabit classique, au lieu d'avoir un lien comme ça de bout en bout, vous mettez quelque chose au milieu qui vient intercepter le trafic et qui renvoie la copie. Donc, en termes, je dirais, de perturbation, entre guillemets, du réseau, c'est au moment où on va insérer le TAP qu'on va, par définition, couper le lien. C'est quelque chose qui est très temporaire, puisque, bon, si on est bien organisé, etc., c'est l'affaire d'une dizaine de secondes. Donc ça, vraiment, je dirais l'installation. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un TAP, et notamment les TAP fibres, c'est quelque chose d'extrêmement passif. Il n'y a pas de pièces mobiles, il n'y a pas d'alimentation électrique, il n'y a pas de firmware, de software, quoi que ce soit. Pour simplifier, c'est un miroir, c'est un prisme, d'accord? Ça veut dire que ça agit au niveau physique. Ça veut dire que je viens voler en fait quelque part une partie du signal lumineux pour la renvoyer vers ce que nous on appelle une matrice, d'accord? Qui est comme une espèce de commutateur réseau. On imagine bien un commutateur réseau avec, je sais pas moi, 16, 24, 48 ports, etc. Sauf que en fait, j'ai pas une logique de réseau, j'ai une logique de dire je récupère du trafic et derrière, vers quel outil je vais l'envoyer. Donc il y a une logique de triage en fait, de triage de routage, mais qui est une logique qui n'est pas en mode auto-apprentissage. C'est vous qui décidez de cette logique, d'accord? Mais donc pour en revenir à ta question, l'impact, c'est lors de l'insertion du TAP. On est sur des éléments qui sont extrêmement simples et extrêmement fiables. Je donne pour exemple, nos TAP ont un temps moyen entre pannes de l'ordre de entre 2500 et 6000 ans. Alors laissez-moi vous dire qu'à ces niveaux-là, votre routeur ou votre commutateur va tomber en panne beaucoup de fois avant. Voilà. Donc le TAP en soi n'est pas une comment dire, n'est vraiment pas un souci par rapport à ça. D'autant plus que si un TAP ne marche pas, en fait, c'est franc. Vous n'avez pas des pannes byzantines un peu complexes où vous ne savez pas trop pourquoi, etc. Soit le signal passe, soit le signal ne passe pas. C'est direct. Voilà, donc ça, c'est très simple. Ouais. Sur la partie span, ouais. Vas-y, justement, c'était ma question. Juste pour terminer sur la partie span, je dirais que le span est un peu moins fiable, d'abord parce que c'est un processus logiciel qui va résider au niveau des commutateurs et des routeurs. Et donc, comme tout processus logiciel, il peut être prioritisé ou déprioritisé. C'est-à-dire que si on a un commutateur qui est un peu en surcharge, on va avoir potentiellement une problématique de fidélité dans la capture des flux. C'est-à-dire que peut-être que des paquets vont être omis, peut-être que des paquets vont pas être retransmis exactement dans la même séquence à laquelle ils ont été capturés. Un paquet capturé plus tard va être envoyé plus tôt, etc. Donc, il y a moins de fidélité
D'abord parce que le port spanning, c'est un peu une verrue quelque part. Hein. Ça a été, pour les plus anciens d'entre nous, c'est quelque chose qui a été inventé quand on est passé du 10 mégas duplex au 100 mégas full duplex. C'est-à-dire quand on est passé d'un système où on se branchait sur n'importe quel port et on capturait tout le trafic dans un réseau local, à un système où tout est connecté à un switch et donc je ne peux pas espionner le trafic des autres, même en me branchant sur le port réseau à côté. Et donc j'étais obligé d'avoir cette verrue, entre guillemets, pour être toujours capable, moi, en tant qu'admin de réseau, d'aller chercher le trafic et de l'analyser. Voilà, tant pis. Ce qui est quand même finalement assez vertueux dans votre approche et dans l'approche réseau, c'est que vous avez une flexibilité, on a une flexibilité par rapport aux architectures et au design réalisé chez les clients, qui fait qu'on peut s'adapter. Les solutions que tu viens d'évoquer, du TAP au SPAN, etc., finalement, on va faire ces choix-là en fonction des infrastructures qui sont utilisées par le client, que ce soit du cloud privé, que ce soit du cloud public, que ce soit un data center, etc. En fait, on va pouvoir s'adapter, mais il y a toujours cette logique de visibilité et comme tu disais, la matrice derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut exploiter sur nos flux pour en tirer de la valeur, de performance, de compliance, de détection, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément pour moi qui est aussi clé dans l'approche. Oui, il y a vraiment une volonté de fournir une visibilité à 360 degrés, mais en fournissant les éléments qui sont pertinents. Et donc ça, évidemment, sur un NDR, on va vouloir un petit peu capturer tout, je dirais un peu pour profiler un peu le réseau, pour mieux comprendre ce qui se passe. Parfois, on peut peut-être prendre des décisions, mais ça se discute avec les clients, de dire peut-être que les flux de téléchargement, les flux d'update de Windows, c'est peut-être pas la peine de les capturer, ou les flux de backup interne, c'est peut-être pas non plus la peine de capturer, ou les flux, la secrétaire qui regarde YouTube ou Dailymotion entre midi et 2, peut-être que ça vaut pas la peine de capturer ça. Voilà, il y a toujours des ajustements, des compromis possibles, parce que parfois on a des volumes très importants en amont, et que si on veut pas non plus être dans quelque chose de surdimensionné par rapport à la réalité des potentialités d'attaque, on peut jouer, je pense, un rôle important pour être certain de ne vous envoyer que les éléments qui sont pertinents et de ne pas vous surcharger. Et pour terminer mon propos, vraiment l'idée de Gigabat, c'est vraiment de fournir ce qu'on appelait un pipeline. Hein. L'idée, c'est d'être capable d'aller chercher l'information dans l'ensemble des environnements avec une approche qui va être finalement la même. Hein. C'est-à-dire, je tape, j'agrège, je transforme et je délivre. Donc, dans le data center classique, ça va être avec des équipements physiques, hein, table physique, matrice d'agrégation physique, matrice intelligente physique. Et dans l'environnement virtuel, on a la même solution, ça c'est très important, la même logique, qu'on soit en physique, qu'on soit en virtuel, et même entre les différents types d'environnements virtuels. J'entends par virtuel au sens large. Hein. Donc que ce soit en termes de cloud privé, donc de VMware, Nutanix, OpenShift, OpenStack, etc., d'AWS, de Google Cloud, d'Azure, de tous ces éléments, Kubernetes, etc. Tous ces éléments, c'est la même logique. Je vais avoir un table virtuel et une matrice d'agrégation et intelligente. Et donc, c'est l'intérêt finalement, c'est cette visibilité à 360 degrés avec un orchestrateur qui est notre console d'orchestration Fabric Manager, qui va être capable de piloter de manière totalement automatique et transparente le déploiement des machines virtuelles qui sont nécessaires à la capture, à la collecte, à l'agrégation et à la livraison du trafic dans ces environnements virtuels, mais aussi qui va être capable de sélectionner automatiquement, tiens, vous avez une nouvelle VM qui s'instancie, automatiquement, elle sera sur écoute. Vous n'avez pas besoin d'avoir une personne derrière sa console qui supprime les VM qui sont éteintes et puis qui ajoute les VM qui viennent d'être lancées. Tout cela se fait de manière totalement automatique et transparente, et c'est un peu, je dirais, la beauté du système. L'idée, c'est de vous enlever une épine du pied, que vous ayez une visibilité à 360 degrés pour alimenter les outils qui vont permettre de mieux piloter votre système d'information. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci Yann. Moi, je vais mettre tous tes propos qui sont
à écouter, réécouter, en perspective de la détection, notamment par rapport à une démarche dite Zero Trust, avec des objectifs finalement de réduire les impacts business en termes de suite à une intrusion. Améliorer l'efficacité opérationnelle, notamment des personnes qui sont en charge je vais dire, la cyber, de la sécurité dans une entreprise, mais finalement pas que, parce que tu as beaucoup parlé, je vais rappeler tes propos, hein, tu as parlé de la visibilité en termes de compliance, en termes de performance. Là, ce ne sont pas forcément des équipes qui sont en charge purement de la sécurité, hein, dans une entreprise qui sont en charge de ça. Donc ça, c'est aussi important. Important aussi de rappeler, hein, l'objectif et l'idée, surtout pour nous, c'est d'améliorer les opérations, l'efficacité opérationnelle, quel que soit le modèle opérationnel choisi ou mis en place par nos clients. C'est-à-dire que je vais parler du SOC au sens large, que ça soit un SOC internalisé où vous auriez vous-même identifié des équipes, 1 ou 2 personnes ou plusieurs personnes pour réaliser ces tâches-là, que ce soit du SOC externalisé où vous appuyez sur un partenaire MSSP, ou un SOC hybride, donc je vais dire un juste entre deux, où vous apportez votre connaissance du métier, vous avez des ressources qui peuvent aider là-dessus, et puis vous travaillez avec un MSSP, un partenaire. Ça sont voilà. Quand je vais parler du SOC, ça va être vraiment très, très générique parce que cet objectif d'amélioration opérationnelle, nous, on la prend au global et on va apporter une aide à l'ensemble. Et puis enfin, vous montrer qu'aussi à travers cette visibilité, tout ce que nous, on peut en faire de cette visibilité, tous les résultats qu'on en retire, viennent fortifier des défenses existantes, donc des outils. Je pense que Yann t'en a cité tout à l'heure pléthore. C'est une réalité aujourd'hui. J'ai plus les stats en tête, mais ça varie suivant les pays, les études qui sont faites, mais on sait qu'aujourd'hui, en termes de cybersécurité, il y a quasiment une moyenne de 10 outils, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y en a c'est 6, d'autres c'est 20, ça va dépendre de la taille de l'entreprise, mais on a une tendance à multiplier les couches, très bien. Mais est-ce qu'elles sont totalement intégrées? Est-ce qu'elles s'entraident, se renforcent les unes aux autres? Ça, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Et une nouvelle fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, et Yann l'a dit tout à l'heure aussi, cette visibilité va nous aider, va vous aider à renforcer des choix technologiques, renforcer des montées en compétences sur certains produits, parce qu'ils vont devenir clés par rapport à vos problématiques métiers qui vous sont propres. Et ça, c'est important de le voir comme ça. Alors nous, quand on commence nos présentations, on aime bien remettre vraiment à plat et faire un constat commun sur ce qu'est une attaque aujourd'hui réelle, à laquelle on fait toute entreprise, je vais dire ça comme ça, fait face, et qui est assez simple. Ça passe toujours par une première phase de reconnaissance de la part de l'attaquant qui va préparer ses outils. Je prends le cas du phishing assez simple, donc la phase de delivery où vous allez recevoir, enfin l'attaquant vous envoie un mail piégé. Malheureusement, un collaborateur pas forcément attentif, fatigué, pas sensibilisé, ou parce que on le voit bien nous maintenant arriver avec l'IA générative, des mails de phishing où il n'y a plus de fautes, etc. Au bon moment, va cliquer et donc va déclencher l'exploitation sur son poste et va engager finalement toute une séquence d'actions qui est l'exploitation, donc avec l'utilisateur qui va croire, ou à qui on va laisser croire qu'il est sur un site légitime, qui va venir finalement télécharger ce qu'on pourrait appeler un rançongiciel ou un malware, je vais dire un exécutable malveillant sur sa machine, et puis à partir de là, l'exécution va se réaliser sur sa machine, la machine va devenir, on va dire, compromise, et là, l'attaquant va pouvoir monter un tunnel sécurisé pour pouvoir garder la main sur cette machine-là à distance et va en fait installer ce qu'on va appeler la phase de persistance. C'est-à-dire que si la machine redémarre, la personne pourra récupérer les accès, etc. Et puis de là, on va aller chercher encore plus loin à télécharger, ou en tout cas à vérifier ce que la personne compromise utilise sur sa machine pour essayer d'aller encore plus loin dans l'entreprise, de chercher à compromettre encore plus profondément l'entreprise. Donc on va aller chercher un fichier,
fichier basique, un fichier de logistique, un fichier Excel que je vais récupérer chez moi en tant que ma casquette d'attaquant. Je vais le piéger et je vais le renvoyer chez ma cible, sur la machine compromise, dans l'idée ou dans l'objectif en fait que cette personne-là active cette nouvelle étape de mon attaque pour pouvoir donc faire ce qu'on appelle une latéralisation, c'est-à-dire aller explorer votre réseau pour pouvoir découvrir un petit peu tout ce qui se trouve sur votre réseau, que ce soit à la fois d'autres utilisateurs qui pourraient être compromis parce que les machines ont des vulnérabilités, parce que pour X ou Y raison, ou aller carrément chercher des serveurs en data center, en cloud privé, cloud public, etc. Donc, et à partir de là, dernière étape, eh ben, je vais chercher à faire de l'exfiltration, c'est-à-dire que vos bases de données clients, vos bases de contrats, votre propriété intellectuelle, je vais essayer de la récupérer pour passer à la dernière phase de l'extorsion, qui est de vous mettre la pression en disant je vais vendre ces éléments-là sur le dark web, je vais chiffrer vos machines, etc. Donc, vous avez ici une attaque typique avec les grandes phases d'exécution. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que finalement, sur cette attaque-là, à chaque flèche doit correspondre une capacité ou en tout cas une possibilité de visibilité, de connaissance de la communication réseau qu'elle représente. C'est-à-dire que à chaque fois, ce n'est pas une flèche qui est au hasard, c'est une interaction entre deux machines qui sont sur votre réseau, ou à minima la machine qui est compromise, qui cherche à atteindre une machine à l'extérieur. C'était ce que j'appelle l'extérieur, c'est ce que Yann appelait tout à l'heure le trafic au travers du lien Internet, donc le trafic nord-sud. Mais c'est aussi des communications intra à votre entreprise, c'est des communications entre la machine compromise et puis le serveur de backup, le serveur applicatif, sur lequel je vais pouvoir essayer de rebondir pour me latéraliser au sein de votre entreprise, ou même votre Active Directory, donc votre annuaire d'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le trafic Est-Ouest. À chacune de ces flèches-là, je disais, la visibilité, elle est indispensable dès qu'on va vouloir faire de la détection. On doit savoir qui fait quoi et qui discute avec qui. Et de là, on peut démarrer vraiment un processus de détection. Alors, j'ai mis une surcouche d'habitude sur ce slide-là. C'est surtout pour vous montrer par rapport et faire écho à tout ce que disait Yann avant, en termes de visibilité. La visibilité, elle est globale. J'ai cherché surtout à mettre en exergue ici, c'est la visibilité sur les infrastructures cloud, privées, hybrides, etc., qu'évoquait avant Yann. C'est vraiment ces éléments-là qui vont être clés. Je n'ai pas mis le lien Internet, mais tout ce qui est infrastructure de routage pur, on a évoqué à travers l'étape, le span, etc. Bien évidemment, ici, vous n'avez pas de représenter tous les éléments de votre réseau ou d'un réseau typique, mais bien évidemment que cette visibilité-là, à ces niveaux-là, est aussi indispensable. Donc, le Pierre, peut-être un mot, ouais, par rapport à ça, ce qui est intéressant, effectivement, de voir là où Gigamon améliore je dirais la perception et l'analyse de GetWatcher, c'est typiquement quand on a un canal chiffré HTTPS, c'est quelque chose qu'on peut déchiffrer. Les mouvements latéraux, c'est effectivement quelque chose qu'on peut justement rendre visible parce qu'on a la capacité de capturer le trafic dans tout ce qui est virtualisation et cloud. Donc vraiment, c'est là où on voit la synergie, la grande force de l'union de nos deux produits, c'est finalement cette capacité à aller chercher l'information là où d'autres ne vont pas. Oui, tu as raison, Yann, parce qu'effectivement, ce que je n'ai pas dit tout de suite, mais c'est que cette attaque-là, elle positionne la machine compromise au centre. Parce que c'est elle qui va être le point d'entrée, le premier point de pivot. Mais faut pas s'imaginer que l'attaquant, il s'arrête là. Il va essayer de faire un maximum de dégâts dans les infrastructures sur lesquelles il aura pris la main. Et à partir de là, une fois qu'il sera, notamment, je vais prendre l'exemple ici, où il va arriver à se latéraliser dans vos serveurs applicatifs, dans votre infrastructure de containerisation, et il va chercher à l'intérieur de cette structure de containerisation à faire un maximum de dégâts. Donc, il va répéter ces phases-là, finalement, à l'intérieur de cette infrastructure. Donc, la visibilité, elle est globale, micro, macro, transverse, quoi.
faut bien garder ça en tête. Ouais. Et ce qui est aussi important de noter, je pense que les gens n'ont pas forcément conscience, mais il y a un changement de paradigme quand on passe, je dirais, d'un data center classique et d'une architecture business métier classique à une architecture virtuelle ou cloud. C'est qu'en fait, on change la manière dont les applications sont développées. Et ce qu'on va chercher à favoriser dans les environnements virtuels, ce sont des serveurs qui sont instanciables, qui sont copiables, qui sont démarrables dans l'instant, mais qui sont en fait basés tous sur le même modèle. Et ça a un biais sécuritaire très important, c'est que si toutes les mêmes machines ont le même système d'exploitation, les mêmes versions logicielles, etc., ça veut dire qu'elles ont les mêmes vulnérabilités. Donc, vous attaquez une machine, vous trouvez une vulnérabilité, ça veut dire que vous êtes capable de pénétrer sur l'ensemble des machines qui sont hébergées dans cet environnement. Et même ce qu'on a pu et ce qu'on peut observer aussi, c'est la possibilité de faire popper des machines volontairement à l'intérieur des infrastructures, des containerisations de nos clients, quoi. Et tout ce qui va être Shadow IT, etc., c'est extrêmement présent, quoi. Donc nous, là-dessus, comment on fonctionne sur un Gatewatcher? En fait, on a une série. On a l'habitude de dire qu'on travaille sur une combinaison en fait, de capacités de détection. Donc, vous avez en haut tous nos moteurs de détection. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces moteurs de détection, ils ont pourquoi on a eu cette approche-là? C'est que l'idée est de dire que sur une chaîne d'attaque, nous, l'objectif est d'avoir à chacune de ces phases-là plusieurs capacités de détection pour pouvoir, sur la base de ce qu'on reçoit comme input, hein, qui est le trafic réseau, détaillé, complet, pouvoir avoir plusieurs possibilités de détecter une action malveillante. Après, nos moteurs de détection ont une couverture qui est plus ou moins grande, mais je vous invite à réfléchir à ce slide-là en vous positionnant en bas et en vous disant j'essaie d'atteindre un objectif en tant qu'acteur malveillant qui est soit une phase de reconnaissance, soit une phase d'exploitation, soit une phase d'installation. Et vous voyez très vite que finalement, on ne peut pas arriver à ces fins sans être passé au travers des mailles de 3, 4, 5, 6 filets pour certaines activités, actions, notamment le delivery et les communications C2, où on est très, très pertinent sur ces phases-là. Et l'objectif est bien de dire, et je n'aurais pas l'ambition de dire que je vais attraper 100% des activités malveillantes, mais c'est surtout de dire, je me donne la possibilité, grâce à ma visibilité, de détecter un acteur malveillant à plusieurs moments, le plus tôt possible, dès la phase de reconnaissance, et de pouvoir le détecter à chacune de ces actions, parce que si on se réfère à ce que je vous présentais sur l'attaque avant, chacune des flèches, c'est une action malveillante qui est réalisée et qu'on doit être en capacité, grâce au flux réseau, de détecter pour faire remonter ce qu'on va appeler, nous, des signaux faibles, plusieurs signaux faibles, de consolider ces informations-là et finalement, c'est grâce à cette combinaison de moteurs de détection qui vont avoir chacun des spécificités. Si je reprends Sigflow, on va être sur de la règle de détection. Malcore, ça va être une combinaison d'antivirus. PowerShell, Shellcode Detect sont des éléments qui vont analyser sur des flux non chiffrés la détection de code ou d'exécution de code malveillante, sachant que, pour rappel, PowerShell sont des outils sur lesquels, généralement, il n'y a pas de blocage. C'est-à-dire que tout administrateur système a besoin aujourd'hui de PowerShell pour administrer son réseau. Un attaquant va exploiter cette possibilité-là, cette opportunité-là de dire, finalement, sur mon réseau, je peux faire du PowerShell. Eh bien, grâce à ce moteur-là, voilà, au niveau du delivery, de l'exploitation et de l'installation, plutôt que de détecter au moment où le code va s'exécuter sur la machine qui est ciblée, eh bien, on va avoir la possibilité, grâce à la visibilité du flux réseau, comme disait Yann tout à l'heure, une visibilité du flux réseau, ça veut dire tout connaître. Ça veut dire connaître sur un flux réseau les en-têtes, mais ça veut dire aussi, quand il n'est pas chiffré, connaître le contenu. Et donc, le contenu imaginez, vous êtes, je reprends mon image de mon centre de tri postal. Vous êtes le douanier dans le centre de tri postal. Vous avez la possibilité de regarder le carton,
vous avez la possibilité de regarder l'étiquette qui est sur le carton et vous avez même la possibilité facilement de regarder l'intérieur du carton. Vous n'êtes pas là avec un chien renifleur en tant que tel. Non, le tracking va vous dire, va tout vous dire. C'est bien l'objectif. Si je reprends derrière nos autres moteurs qui sont DGA, Ransomware, Beacon Detect, NBA, etc., ce sont des moteurs, eux, qui vont s'appuyer sur des différentes typologies et approches de machine learning, d'intelligence artificielle, qui vont combiner, qui vont venir compléter. Puis ensuite, on a les 2 derniers moteurs, ActiveCTI et Red1, qui, eux, sont vraiment focalisés sur tout ce que peut nous apporter. Donc, la CTI, c'est la Cyber Threat Intelligence, donc c'est les renseignements en termes de cyber qui vont nous permettre voilà, de mettre en place très rapidement des règles spécifiques par rapport à des menaces qu'on a, nous, détectées, par rapport à la collecte d'informations et d'enseignements cyber que l'on a très rapidement. Tu voulais dire? Pierre, peut-être, ouais, je voulais dire, Pierre, un point important, je pense, pour nos auditeurs, nos spectateurs. On a parlé de visibilité, etc. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui, pour vous, la visibilité, c'est peut-être des métriques, des traces applicatives, de la journalisation, etc. Tout ça est bel et bien, mais pourquoi on parle de visibilité réseau? Pour une qualité intrinsèque que non pas, c'est, je dirais, la partie télémétrique. La partie télémétrique, les logs, les métriques, tout ça, ça peut être modifiable, ça peut être supprimé, ça peut être truqué, etc. Un paquet réseau, même s'il est chiffré, même s'il est obfusqué, mais il porte quand même la vérité en soi. C'est vraiment la source ultime de vérité. On n'imagine pas un hacker qui émettrait un paquet vers son CNC et puis qui courrait derrière pour le modifier. Donc, le réseau est la source ultime de vérité et c'est ce qui nous vraiment va nous permettre de détecter. D'autant plus que, comme l'a dit Pierre, on peut ne pas rentrer par Internet, on peut rentrer par une clé USB, on peut rentrer par du phishing, on peut rentrer par plein de méthodes finalement. Et donc, l'intérêt aussi du réseau, c'est que c'est un incontournable. À un moment donné, on va devoir passer sur le réseau, ne serait-ce qu'au moment du mouvement latéral. Donc, ces deux phénomènes font que la visibilité réseau est incontournable et extrêmement fiable pour la recherche, la détection et la remédiation à ce type d'attaque. On a l'habitude de dire en anglais packet don't lie, c'est-à-dire que c'est vraiment le paquet ne ment pas. Exactement. Ne ment pas. Moi, ce que j'aime à dire, c'est si vous n'avez pas écrit la bonne adresse sur votre enveloppe, elle n'arrivera pas chez la bonne personne. Bah, c'est la même chose. Hein. Un acteur malveillant ou même vous, quand vous utilisez votre réseau, bah, la première chose qui se passe, c'est que vous cherchez à atteindre une adresse en particulier, réaliser une action en particulier sur votre réseau. Et bah, si elle n'est pas correctement codée ou que j'essaierai de bypasser les standards en fait, de communication réseau, bah, jamais je pourrais réaliser l'action que je chercherai à faire. Si je cherche à compromettre une machine, il faut déjà que je mette l'adresse de cette machine-là. Donc ça, c'est effectivement primordial. Si derrière, j'extrapole un peu et je vous donne un peu de visibilité hein, par rapport à ces différentes technologies donc, de moteurs de détection que j'évoquais tout à l'heure, donc qui est à gauche de l'analyse comportementale, donc principalement sur nos moteurs de détection intelligente, de base de machine learning, de signature, d'analyse de code heuristique, le malware, la CTI. Vous voyez qu'en fait, on va arriver à couvrir énormément de typologies, de techniques d'attaques qui vont être utilisées forcément dans une procédure globale d'attaque. Donc, si on se réfère, ça va être tout ce qui va être TTP, Tactic, Technique and Procedure en anglais, que MITRE consolide au niveau de son framework attaque. Mais vous voyez bien qu'il y a beaucoup de choses et des choses qu'on voit quasi systématiquement dans n'importe quelle typologie d'attaque. Yann évoquait les vecteurs d'entrée, que ce soit par une personne en interne, que ce soit par une clé USB, que ce soit par le lien Internet, que ce soit une faille, etc. Il y a des impondérables. Je vais prendre un exemple, le C2. Donc le C2, c'est quoi? C'est une machine, un serveur de contrôle qu'un attaquant pourrait avoir à sa disposition sur Internet pour masquer ses traces, pour soit
stocker ses malwares, soit stocker ses exfiltrations, etc. Le C2 est aujourd'hui un incontournable. Dès que vous allez vouloir garder la main sur une machine que vous auriez compromise, c'est l'approche la plus commune aujourd'hui pour garder la main sur cette machine-là. Mettre en place un command and control, donc un serveur de contrôle sur Internet, et que cette machine continue à discuter de façon plus ou moins régulière avec la machine compromise. Et c'est la connaissance de toutes ces techniques un peu offensives qui nous amènera, parce que c'est dans notre ADN chez GateWatcher, de travailler sur cette combinaison de moteurs pour être capable et d'avoir, je vais dire, un discours serein en vous disant que grâce à cette combinaison-là, on est en capacité de détecter un acte malveillant, une tentative d'intrusion, à la fois plutôt sur plusieurs techniques qui sont des indispensables quand on parle de sécurité offensive, quand nous, on a des équipes chez nous qui vont faire ce travail d'analyse des outils qui sont utilisés par un acteur malveillant. Tous ces moteurs-là, c'est cette combinaison-là, et on va continuer à l'enrichir pour aller justement détecter tous ces pivots d'attaque qui sont communément utilisés. Et après, on a une force, alors on n'en a pas beaucoup parlé encore, parce que c'est souvent un truc qui n'est pas encore très, très naturel sur des technologies comme la nôtre, le Network Detection and Response. Depuis tout à l'heure, on a parlé beaucoup network, on a parlé donc détection. Je ne pouvais pas passer à côté de la réponse. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Moi, je voulais faire surtout vous dire qu'aujourd'hui, voilà, nos technologies de NDR, Network Detection and Response, chez GateWatcher, arrivent totalement à maturité, et également sur ce volet réponse. La réponse, elle est issue de l'analyse, de l'identification, de la qualification qui est faite d'un incident ou des signaux faibles qu'on perçoit du réseau. Et cette réponse, elle peut, alors je vous ai mis 3 grands axes de réponse qui sont apporter une réponse au niveau de l'utilisateur, que ce soit une réponse apportée au niveau du endpoint, donc du serveur, du PC, du container, que ce soit une réponse apportée au niveau des flux réseau en tant que tel. On a cette capacité-là aujourd'hui, grâce aux évidences et aux informations qui sont acquises sur la base du réseau, des métadonnées, de l'analyse d'un incident de sécurité. Donc l'analyse, c'est l'identification, la qualification et l'enrichissement, la contextualisation qui en est faite par rapport à vos problématiques métiers, d'apporter et d'orchestrer, d'automatiser une réponse ciblée et globale sur pas mal de volets. L'utilisateur, le endpoint, pour moi, qui sont les grandes priorités, et à travers ne serait-ce que la notification à l'utilisateur, dire attention, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, jusqu'à aller à le mettre en quarantaine au niveau de son compte utilisateur pour, d'une certaine façon, isoler ou stopper l'hémorragie que serait une intrusion, qui peut aller très vite. Si je me réfère au endpoint, donc aux assets, c'est avoir une approche grâce à l'intégration avec des solutions dédiées type EDR, d'avoir une approche sur l'isolation du poste, forcer l'EDR à engager un nouveau scan de la machine, parce que peut-être que l'EDR n'aura pas vu le malware parce qu'il ne le connaissait pas. C'est multiplier vos capacités, multiplier vos couches de détection. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de renfort, en fait. Il y a bien cette complémentarité qui est là entre les différentes solutions, que ce soit, je parle sur l'endpoint, entre le NDR et l'EDR. Mais si je parle des communications réseau, nous, on le fait beaucoup chez l'un de nos clients en Afrique du Nord, où en fait, tout ce qui va être détection réseau, notamment d'adresses IP publiques, identifiées et qualifiées comme malicieuses, et bien, on va tout de suite aller mettre à jour de façon ponctuelle, en fait, les blacklists au niveau de leur firewall. Et donc là, on voit une nouvelle fois la complémentarité. Un firewall, c'est pas à mettre à la poubelle, c'est excellent dans ce que ça fait, mais ça doit être aujourd'hui complété pour gagner en dynamique de défense.
Et ça, c'est important, je pense, de le souligner, c'est que toute cette visibilité qu'on vous partage, qu'on vous présente depuis le début, pour moi, participe pleinement à une dynamique globale de sécurité via le NDR pour tout ce qui va être détection au plus tôt des menaces, la réponse que nous, on réalise en s'intégrant avec votre écosystème, avec l'écosystème existant, pour aller protéger vos utilisateurs, protéger des endpoints, bloquer des communications. Tout ça, si je n'ai pas, moi, de visibilité sur vos flux réseau, que ces flux réseau, et je conclurai là-dessus, que ce soit des flux réseau historiques liés à des data centers en infrastructure privée, et que ce soit, je vais aller à l'opposé en termes de modernité, que ce soit en intra-container ou en intra-infrastructure de containerisation, tout ça, toute cette visibilité-là nous permet aujourd'hui d'avoir une efficacité de détection, quels que soient les usages, une flexibilité aussi de détection, de plus être uniquement sur les flux nord-sud, mais prendre vraiment aussi toute une dimension de détection sur tout ce qui va être est-ouest, donc les flux, la détection sur les flux intra-entreprises. Yann le signalait tout à l'heure sur le volet intrusion via une clé USB, ben là, il n'y a pas du tout de communication Internet dans ce cas d'usage-là. La première intrusion, c'est vous avez plugué votre clé USB derrière un PC sur lequel le port USB fonctionne. Ça reste une intrusion qui est 100% interne à une entreprise, d'où la nécessité de voir à 360 degrés, nord-sud, est-ouest, et sur tout le cadran du compas, en fait. Il faut avoir absolument toute cette visibilité-là, quoi. Voilà ce que moi j'avais à vous dire sur le volet détection qui s'appuie sur une visibilité globale. Le mot de la fin, Yann, est-ce que toi tu veux rappeler de quelques points clés? Oui, alors très brièvement, évidemment, parce que pour laisser un peu de temps à nos auditeurs pour des questions-réponses. La visibilité, c'est l'ensemble des environnements, c'est ce qui va conditionner votre capacité à détecter et à remédier à d'éventuelles menaces. Voilà. Visibilité sur l'ensemble des plateformes physiques, virtuelles, cloud, couplée à une sécurité dynamique. C'est ce qui va vous permettre de garantir la posture de sécurité et la sécurité de la richesse informationnelle de l'entreprise. Merci Yann. Je vais basculer en mode pour voir s'il y a des questions. Voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? N'hésitez surtout pas. Hop. Alors, je n'en vois pas pour l'instant. Bon, c'est qu'on a dû être clair, Yann. Je vois qu'on a tenu le timing, il est midi. Bon, s'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de nous arrêter là. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence. Petit rappel de fin, l'intégralité de ce webinaire donc, sera accessible en replay. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter dans les délais, auront la chance de recevoir un petit mail avec le lien du replay. Merci beaucoup, Yann. Toujours super sympa d'intervenir avec toi. J'en apprends toujours plus sur la visibilité. C'est pas mal de parler Merci Pierre. pour deux personnes qui sont porteurs de lunettes. Je pense qu'on est à même de parler de ça. Merci beaucoup à toi, Yann. Et je te souhaite une... Merci à toi Pierre. Excellente session. Merci à tous pour votre disponibilité et à très bientôt.